rencontré des gens comme ça dans un coin de rue et on est resté de très bons amis. Je parle de francophones évidemment. On est resté de très bons amis et on s'entraide. Après, j'ai vu, entendu et constaté pas mal de choses par rapport aux francophones, surtout dans ces zones, ces régions touristiques où là ça va plutôt se tirer un peu dans les pattes. On va essayer, certaines personnes vont essayer plutôt d'attirer certains touristes et sous couvert d'une vie idyllique et d'un business profitable vont profiter de vous. Ouais, ça arrive souvent. Mon précédent travail, à la suite de mon accident, j'ai été renvoyé. C'était pas très fair-play de sa part, je pense. Donc oui, c'était donc un patron français. Et donc ouais, il n'y a pas de cadeau parce que t'es français. Au contraire, on va plutôt tourner ça comme ça. Je me rappelle de ma première journée sur les îles, à conduire mon scooter en tongs torse nu avec mes lunettes de soleil. C'est dangereux, certes, mais ce sentiment de liberté, quand on sort de la France avec toutes ces règles, ça fait du bien un petit peu. Les cabinets véreux qui disparaissent avec votre passeport, ça arrive très souvent. Attention, attention, si vous ne voulez pas juste visiter la Thaïlande, mais la vivre à la sauce locale, alors vous êtes au bon endroit. Rejoignez notre communauté Discord, le club Digitai, dès maintenant et recevez gratuitement votre exemplaire du livre Thaïlande sans limite. C'est plus de 100 pages bourrées d'astuces et de conseils sur la culture, la finance, l'immobilier, les visas, l'emploi en Thaïlande, mais aussi les business en ligne. C'est gratuit, c'est fun et ça ne pique pas. C'est-à-dire que ça se digère comme un pad thaï. Le lien est dans la description. Eh bien, je m'appelle Antoine, j'ai 38 ans et j'habite en Thaïlande depuis presque 3 ans. Je suis venu à la base en Thaïlande pour me redécouvrir un petit peu. Je suis parti déjà dans un principe de découverte de moi-même et d'un nouveau pays et d'une nouvelle culture. Ça faisait déjà plusieurs années que je venais en Thaïlande, environ 1 à 2 fois par an, pendant 2-3 ans. Et ça m'a beaucoup plu. Après ce burn-out en France, cette découverte de la Thaïlande était pour moi un renouveau vraiment important pour me redévelopper et me reconstruire. Donc je suis parti sans grandes attentes à part personnelles, mais il n'y avait pas d'attente professionnelle à la base. C'était vraiment de laisser libre champ à une nouvelle découverte. C'était uniquement me retrouver et me redévelopper personnellement, c'est-à-dire que à la base quand je suis venu, il n'y avait pas d'objectif. Quand j'ai quitté ma famille et la France, j'ai dit je pars pour 3 mois ou pour la vie, on ne sait pas encore. Eh bien auparavant, j'étais formateur et inspecteur en sûreté nucléaire et après 8 ans dans ce domaine, malheureusement les conditions de travail étaient vraiment métro boulot dodo dans une grande ville, Lyon en l'occurrence, et la Thaïlande a été pour moi un objectif de renouvellement intérieur et de quiétude intérieure. Et donc je suis venu chercher ça en Thaïlande, venir me redécouvrir et redécouvrir mes besoins primaires en Thaïlande. Dans le fait que j'étais dans cette expectative de redécouverte de moi-même, forcément la Thaïlande, cette découverte d'une nouvelle culture complètement différente, d'une nouvelle langue et de nouveaux modes de vie, vraiment tout était nouveau, donc c'était parfait pour se relancer, pour tout redécouvrir depuis le début en fait tout simplement. Et c'est ce qui m'a vraiment motivé à rester. Alors bien sûr le climat, ça a aidé aussi, on va pas se leurrer. Néanmoins c'était pas quelque chose qui était primordial pour moi à ce moment-là. C'était vraiment de découvrir quelque chose de nouveau pour me retrouver tout simplement. Donc ouais, les gens au travers des rencontres, au travers des différentes personnes et des différentes cultures, parce qu'il n'y a pas que le bouddhisme en Thaïlande, j'ai pu vraiment découvrir de nouveaux champs, de nouveaux horizons et pouvoir me projeter dans un nouvel avenir. Et ça, ce déclic, il est arrivé à Koh Phangan. Il est arrivé par rapport à ce côté nature, végétation luxuriante, jolie plage. Il y a aussi ce fait que je sois arrivé pendant le Covid, donc il n'y avait personne, et ça c'était vraiment top pour cette reconstruction personnelle. Donc ouais, l'idéal pour moi c'est Koh Phangan et ça m'a vraiment permis de me reconstruire ce paysage et d'être aussi en accord avec mes valeurs, c'est-à-dire que fini le lave-vaisselle, fini ces choses-là, plus besoin d'acheter une tonne de fringues, plus besoin d'être dans ce mode de consommation européen. La Thaïlande m'a fait découvrir d'autres horizons là-dessus.
Eh bien forcément, comme tout le monde en général, on arrive à Bangkok en premier lieu. Et donc forcément, la première chose qui se passe lorsqu'on sort de l'aéroport, c'est déjà cette vague de chaleur étouffante et cette humidité ambiante. Et le fait que tout le monde veut t'agripper pour t'emmener quelque part. Et alors, avec beaucoup de bonne volonté, parfois moins bonne volonté, il faut faire attention où on met les pieds en Thaïlande. Mais ouais, ce premier choc culturel, bon forcément la météo, et le deuxième, je dirais, forcément les personnes que tu vas rencontrer ou qui viennent à toi, hein, parce que c'est deux choses complètement différentes entre les gens qui viennent à toi et les gens vers qui tu vas en Thaïlande. Je dirais que la majorité des personnes qui viennent vers toi attendent quelque chose de toi en premier lieu, et souvent, je ne veux pas dire malheureusement parce que c'est le but du tourisme, c'est financier. Et donc au travers de différents sourires, il n'y a pas forcément une arnaque, mais il y a l'attente financière liée à un service qui sera plus ou moins de bonne facture. Donc ouais, là-dessus, ça a été vraiment un gros choc de ces gens qui viennent vers moi et qui ne sont pas toujours bienveillants. Hein, faire attention. Je vais vous donner la première expérience à Bangkok. Quelqu'un qui, après 10 minutes de marche devant nous, s'est retourné, est venu vers nous et nous a dit « J'ai un super plan pour vous, pardon. » Il nous a sorti une petite carte. Ben, ça aurait dû nous sauter aux yeux, et il a commencé à nous emmener à droite à gauche. Et puis bon, on a pris une grosse pilule. Hein. La proposition de service était de nous emmener en bateau sur les canaux et de découvrir le marché flottant dans Bangkok, et de nous assurer justement de ne pas nous faire arnaquer grâce à cet intermédiaire qui allait prendre soin de nous. Et à partir du moment où il nous a lâché, drop, là le cauchemar a un petit peu démarré. C'était pas un cauchemar, mais disons que la note était très salée. On a pris ce fameux bateau pour un tarif de 300 bahts, et lorsqu'on est revenu, tous les tarifs de la table avaient disparu, et on nous a demandé 3000. Et on nous a dit « Ah, il y a eu une mauvaise incompréhension, on vous a dit 3000, not 300 ». Et nous, on savait ce qu'on avait prévu. Donc, bon, on était un peu dans un endroit un peu coupe-gorge, donc on a vite déguerpi. Ils savent ce qu'ils font, ça fait des années que c'est le tourisme, c'est très lucratif pour eux, ce côté tourisme. Donc c'est maintenant, avec le recul, je comprends ces gens-là qui viennent te chercher pour avoir un peu d'argent, parce que maintenant que je suis presque marié avec une femme thaïlandaise qui travaille en Thaïlande, forcément on voit un peu l'envers du décor et les galères que ces gens-là peuvent traverser, et pourquoi ils sont si dédaigneux envers les touristes, etc. et ne veulent pour la plupart chercher que la partie financière. Donc il y a cette compréhension qui est apparue, mais bien plus tard, lorsque j'ai essayé de comprendre plus profondément la culture et pourquoi ces gens-là en arrivent à ces extrêmes-là. Le premier grand défi, ça a été le lâcher prise. Lâcher prise sur le futur, lâcher prise sur qu'est-ce que je vais faire demain, lâcher prise sur l'argent, sur l'organisation aussi un petit peu en général. Parce que ici, quand on arrive et qu'on est étranger, forcément on va devoir déjà passer du temps à essayer de comprendre les gens et à s'adapter. Et derrière, on ne pourra pas avoir de résultats immédiats comme on aime l'avoir en France. Donc on peut très facilement tomber dans la procrastination en Thaïlande. Et comment tu as dépassé ça? Un bon gros massage en arrivant. C'était la première chose. Et après, c'est par le biais de la découverte de la culture et des gens, au travers des rencontres, qu'on se rend compte que ici, tous les Thaïlandais arrivent à vivre de cette manière-là, parce qu'ils n'ont pas le choix, et pour la majorité, et donc du coup, s'adapter tout simplement à ce mode de vie qui était complètement différent de ce que je vivais avant, et c'est ce qui me plaît. J'ai eu le droit de faire face à un gros défi après un accident de moto qui aurait pu être bénin, mais malheureusement je me suis cassé le bras, et c'est là que les ennuis commencent. En effet, je pense que ça se voit à la caméra, et c'est là que les ennuis commencent. Si on n'est pas préparé à ce genre de choses, le paradis thaïlandais peut vite se transformer en cauchemar. Et effectivement, passer autant de temps à l'hôpital, perdre son travail, devoir se relancer, reconquérir certaines parties professionnelles, j'entends, pas se reconvertir, mais en tout cas diversifier ses activités pour rester en Thaïlande, tout simplement. Ça n'a pas été des choses faciles. Effectivement, il faut préparer très très bien les choses en amont et ne pas, laisser de côté des choses qui nous paraissent infimes, qui n'arrivent qu'aux autres. Comment j'aurais pu mieux me préparer à cet accident? J'aurais pas pu, parce que j'avais l'assurance, j'avais tout ce qu'il fallait, le casque, le permis, etc. Néanmoins,
avoir de l'argent de côté dans ce genre de situation, c'est très important, je pense. Alors quand je suis arrivé en Thaïlande, je ne savais pas quel type de travail j'allais faire. Je suis arrivé avec une petite réserve d'argent d'environ 10 000 € pour une reconversion professionnelle. On s'est vite rendu compte que 10 000 € pour une reconversion, oui, pour ouvrir une compagnie, c'est malheureusement pas assez. Donc pour la suite, moi, il a fallu que je trouve quelque chose en accord aussi avec ce que j'avais besoin, vu que j'étais dans cette reconstruction personnelle. Et je me suis orienté vers quelque chose lié avec l'eau. Et donc j'ai hésité entre le kitesurf, le wakeboarding, les choses comme ça. Et en fait, je me suis dirigé vers la plongée parce que j'avais besoin de quiétude. Hein, cette respiration sous l'eau, cette relaxation, c'était vachement important pour moi. Et du coup, je me suis orienté là-dedans un petit peu, pas par hasard, mais je me suis laissé guider par mes émotions et mon envie. Comme je ne savais pas si j'allais pouvoir rester ou pas, il fallait que je vive une aventure. Donc c'est parti simplement d'une aventure et je me suis pas posé 1000 questions, j'ai pas cherché 1000 centres de plongée différents. J'ai été là où ça s'est ouvert à moi naturellement. Et après 8 mois de formation, je suis donc passé professionnel, j'ai pu commencer à travailler. Alors attention, en Thaïlande, pour travailler, il faut être légal. Et donc ça demande pas mal de choses à mettre en place. Donc le plus gros défi professionnel, pour le coup, ça a été d'arriver à rester légalement et travailler légalement en Thaïlande. Et ça demande aussi de la préparation, chose que je n'avais pas faite. Comment tu as réglé ce défi? Par le biais des partenariats, par le biais aussi de montrer qui je suis, simplement, authentique. Il faut savoir qu'il y a des patrons thaïlandais, des patrons européens, il y a des gens qui préfèrent quelque chose de plus authentique qui correspond à l'île, d'autres qui préfèrent des manières de travailler plus européennes. Donc il y en a un petit peu pour tous les goûts, je dirais. Simplement, il faut tomber au bon endroit, au bon moment, et simplement tomber au bon moment aussi, c'est important, je pense. Alors, après quelques années dans la plongée, attention, on est seulement après 2 ans de plongée, on se rend compte assez rapidement que travailler pour un tiers, ça ne sera pas suffisant pour subvenir sur le long terme. Tant qu'on a une petite réserve d'argent, on se rend compte que ça diminue lentement. Et une fois qu'on se retrouve au pied du mur, effectivement, on se rend compte qu'il va falloir développer une activité tierce. Et c'est ce que font d'ailleurs la majorité des Thaïlandais aussi. Ils cumulent plusieurs travails, donc c'est pas lié que aux étrangers en Thaïlande. Et donc effectivement, on a plusieurs projets avec ma femme. Le premier actuellement, ça va être de lancer un site internet de tourisme dédié aux Français, plus de connexion, de mise en relation dans un premier temps, et après développer ça vraiment doucement dans la bonne direction. Alors, je pense que ici, sur une île touristique à Koh Phangan, la majorité des Thaïlandais, pour pouvoir gagner leur vie, ont besoin de parler anglais. Donc, je dirais que pour mon cas personnel sur Koh Phangan, c'est pas forcément valable parce que la majorité des Thaïlandais vont parler anglais. Ceci dit, dans plusieurs autres régions plus reculées où il y a beaucoup moins de touristes, je pense qu'effectivement là ça peut poser problème au niveau communication. Lorsque j'ai été dans le sud de la Thaïlande hors cadre touriste, c'était quasiment impossible sans traducteur de communiquer avec les locaux. Par exemple, les parents de ma femme. Les parents de ma femme ne parlent absolument pas anglais, parlent uniquement thaïlandais et le dialecte non pas de Bangkok mais du sud de la Thaïlande, qui est un petit peu un argot thaïlandais. Et donc dans ces cas-là, oui, là c'est très compliqué pour moi de communiquer avec la famille pour exprimer ce que j'ai envie de faire, le futur, etc. Et là c'est compliqué. Je pense qu'il y a 2 types de relations lorsque l'on rencontre un Thaïlandais. Si on le rencontre dans un cadre business, effectivement, la location d'un scooter, la location d'une résidence ou n'importe quoi, effectivement, dans ce cas-là, il y aura une motivation liée à l'argent, elle est évidente. Mais en règle générale, tu peux te faire des amis thaïlandais, c'est pas un problème. Cependant, ça prendra énormément de temps pour passer au-delà, je pense, de cet aspect financier. Ça prend beaucoup de temps pour faire confiance et pour comprendre la personne qu'on a en face, tout simplement. Alors, encore une fois, ça va dépendre dans quel sens on va orienter la relation. Je dirais que j'ai rencontré des gens comme ça dans un coin de rue et on est resté de très bons amis. Je parle de francophones évidemment. On est resté de très bons amis et on s'entraide. Après,
j'ai vu, entendu et constaté pas mal de choses par rapport aux francophones, surtout dans ces zones, ces régions touristiques, où là ça va plutôt se tirer un peu dans les pattes. On va essayer, certaines personnes vont essayer plutôt d'attirer certains touristes et sous couvert d'une vie idyllique et d'un business profitable, vont profiter de vous. Ouais, ça arrive souvent. Ça peut arriver, effectivement, mais prendre son temps, vraiment c'est le plus important, je pense, pour effectivement te donner un exemple. Mon précédent travail, à la suite de mon accident, j'ai été renvoyé. C'était pas très fair-play de sa part, je pense. Donc oui, c'était donc un patron français. Et donc ouais, il n'y a pas de cadeau parce que tu es français. Au contraire, on va plutôt tourner ça comme ça. Alors, dans un premier temps, j'ai pas visité beaucoup d'endroits en Thaïlande. J'ai visité Pattaya, j'ai visité Phuket, j'ai visité les îles, Koh Phi Phi, Koh Samui, Koh Tao, Koh Phangan, j'ai visité Bangkok. Mais je dirais que le meilleur endroit où j'ai posé mes valises et où j'ai eu envie de rester, c'est Koh Phangan. Donc pour moi, c'est le parfait compromis entre du confort pour les Européens ou les Occidentaux et en même temps des plages de rêve, un paysage de rêve et un climat magique. Mais attention, venez seulement si vous êtes cool. Sinon, restez à Pattaya et à Phuket, s'il vous plaît. La liberté de faire un petit peu comme on veut, c'est-à-dire que sous couvert du fait qu'on ne connaisse pas bien les lois, on a l'impression d'être totalement libre. Ce qui n'est pas vraiment le cas, mais cette impression de liberté est très importante. Je me rappelle de ma première journée sur les îles, à conduire mon scooter en tongs torse nu avec mes lunettes de soleil. C'est dangereux, certes, mais ce sentiment de liberté, quand on sort de la France avec toutes ces règles, ça fait du bien un petit peu. Quelque chose qui fonctionne pas bien ici. Je dirais qu'il y a tellement de corruption qu'en fonction de où vous mettez les pieds, ça peut être très bien comme ça peut être très compliqué. Donc je pense que c'est plus lié au niveau de corruption en Thaïlande, les mésaventures qu'on peut avoir. Je constate aussi par exemple que pour moi, pour travailler, avoir un permis de travail, c'est très très compliqué en Thaïlande d'obtenir légalement un permis de travail. Les patrons sont pas trop chauds, ils préfèrent que tu prennes des risques, que tu sois illégal. Puisque c'est toi qui prends les risques et non pas le patronat. Ville préférée, Sherlock Holmes, sinon je n'aurais pas posé mes valises ici. Alors on ne pourra pas appeler ça une ville, c'est un village sur Koh Phangan. Néanmoins, pour moi, si on veut vraiment découvrir la vraie Thaïlande, il faut aller au contact des locaux. Et c'est pas forcément dans les grandes villes que vous allez rencontrer le plus de locaux et de cultures différentes. Pour moi, le seul danger en Thaïlande, il est sur la route. Il n'y a pas plus de meurtres ou de problèmes de la vie quotidienne ou je sais pas, de féminicides, de choses comme ça qu'ailleurs dans le monde. Par contre, effectivement, les accidents de la route, c'est quelque chose de très important ici. Tout le monde roule en scooter, sans casque, il y a du sable sur les routes. Donc oui, une fois que vous êtes tombé, c'est plus le moment de s'occuper de savoir si on a une assurance ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est des choses à bien prendre en compte en avance. Le vrai danger en Thaïlande, c'est les accidents de la route. J'en ai été même victime, effectivement, de ce genre d'arnaque. Effectivement, en Thaïlande, lorsque vous voulez procéder à quelconque papier lié au visa, permis de travail, choses comme ça, vous devez presque systématiquement passer par un cabinet d'avocats. Et là, faites bien attention à vous parce que les cabinets véreux qui disparaissent avec votre passeport, ça arrive très souvent. J'ai été dans un cabinet d'avocat à la suite de mon licenciement dans la précédente compagnie pour pouvoir en gros monter ma compagnie et faire mon propre permis de travail. Et donc la personne m'a demandé de régler une certaine somme d'argent, a pris mon passeport et a littéralement disparu en prenant soin de me laisser en contact un petit peu et de me donner des espoirs en me disant j'ai des soucis, je suis à l'hôpital, je vais revenir, ne t'inquiète pas, tout va bien. Et résultat, j'ai récupéré mon passeport 6 mois plus tard avec 6 mois en dehors des clous au niveau du visa, ce qui m'a coûté extrêmement cher. 8 000 €. L'avocat m'a pris 2 500 € et j'ai payé 8 000 € pour effacer ces conneries.
Alors je vais vous décrire une journée type en France. Je me levais à 5 h du matin, je prenais ma voiture pour aller travailler sur Lyon. J'avais 1h30 de route dans les embouteillages et je finissais ma journée aux alentours de 7h30, 8h. C'est quand on est cadre, on ne compte pas 16 heures. Et donc de très grosses journées, beaucoup de pression au travail, c'est surtout ça, énormément de pression, les chiffres, rentabilité, les choses comme ça, des choses qu'il fallait sortir de sa vie, j'ai l'impression. Donc voilà, c'était un peu métro, boulot, dodo, il n'y avait pas forcément de place pour autre chose et je pense que depuis ces dernières années, ça devient de plus en plus compliqué pour les Français à ce sujet-là. Alors une journée à moi en tant que formateur en plongée sous-marine, instructeur, écoutez, c'est presque pareil sauf que c'est quand même globalement différent, vous allez voir. Sur les horaires ça y ressemble un petit peu, sauf que dans le sens où je travaille en autonomie seul, j'organise mon planning, j'organise mes clients, j'organise mes journées en mer, mes journées à la plage avec mes clients pour aller plonger. Donc j'ai cette autonomie où bien sûr j'ai mon patron au-dessus de moi qui regarde ce qui se passe, mais j'ai cette autonomie et cette confiance de la part de mon patron qui me permet d'avoir, même si je fais des journées de 12 heures, d'avoir une vie quand même beaucoup plus relaxe que celle que j'avais en France au niveau de la charge mentale. La charge physique est un petit peu plus élevée, mais au niveau de la charge mentale c'est beaucoup plus relax. Je vais me lever du coup vers 6h20, je vais arriver au travail vers 7h, 7h10, les clients arrivent en même temps, on prend le café ensemble, on monte l'équipement ensemble, après un petit peu sportif on va charger les bouteilles sur le bateau ou on va aller à la plage avec le 4x4. Et ensuite on fait 1 à 2 heures de natation sous l'eau avec les bouteilles et un petit repas du midi, généralement on y retourne une fois encore et après on rentre en bateau ou en 4x4 et on rentre au centre de plongée en début d'après-midi, on mange ensemble avec les clients, ensuite je m'occupe un petit peu du magasin et je rentre chez moi m'occuper de ma femme vers 17h30, 18h. Alors, pour avoir essayé plusieurs types de relations amoureuses en Thaïlande. La première, j'ai rencontré une fille par des réseaux sociaux et on s'est vu, je dirais que oui, ça, je venais 2 fois par an à peu près en Thaïlande, 1 à 2 fois par an pour venir la voir pendant plusieurs années. Et bon, on s'est un petit peu idéalisé tous les deux une vie commune, mais sans jamais forcément partager les bons points de vue. Ce qui fait que ça n'a pas fonctionné. Je ne recommande évidemment pas de tenter une relation avec une fille rencontrée dans un bar ou dans un salon de massage. Je pense que c'est vraiment pas le bon plan, ou peut-être pour vider son portefeuille le plus rapidement possible. C'est un point de vue. Non, la dernière personne avec qui je suis encore actuellement, je suis très amoureux, on est très amoureux. On s'est rencontrés tout à fait naturellement dans les couloirs d'un hôtel. Elle faisait le ménage et moi client. Et de fil en aiguille, jour après jour, semaine après semaine, on s'est rapprochés. Et je peux pas dire qu'il y avait de l'amour au début de notre relation, mais ça s'est créé petit à petit. Alors effectivement, au démarrage, je ne parlais pas thaïlandais et elle ne parlait pas anglais. Donc on faisait beaucoup au traducteur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait peut-être, je pense, du mal à se comprendre et comprendre nos points de vue sur le futur. Parce que il faut trouver des points d'ancrage et des projets communs pour que ça puisse fonctionner pour la suite. Et je dirais que les 6 premiers mois, c'était très compliqué. Et il y a eu aussi cette petite jalousie qui fait plaisir, un peu de baume au cœur, mais qui chez les femmes thaï est très très présente lorsqu'elles, entre guillemets, mettent le grappin sur ce qu'elles estiment être le bon. On peut faire face à des crises de jalousie assez intenses, effectivement. Alors effectivement, ce que j'ai pu constater dans mes précédentes relations, c'est que j'ai eu des filles très intéressées par le côté financier, qui sous couvert de oui, paye-moi un petit resto à droite, paye-moi un petit resto à gauche, au final tu te retrouves à payer le resto à tous les copains et payer la soirée à tous les copains et tu finis par rincer tout le monde. Et t'es la bonne poire. Et puis quand t'as plus d'argent, tu te fais larguer. Et je suis bien content d'être pour une fois tombé sur quelqu'un de sincère, qui m'a ouvert son cœur et qui ne court pas après l'argent. C'est une chose que j'ai mis un point d'honneur dès le départ dans ma relation en disant tant que tu travailles, je partage, si j'ai un salaire supérieur au tien, je partage. Et si tu ne travailles pas, je ne partagerai pas mon salaire
avec toi. Et il ne sera pas possible de venir me demander 1000 bahts par jour, par exemple. C'est totalement impossible pour moi de couvrir ce genre de frais-là, par exemple. Donc ouais, cette relation avec cette fille est très très importante parce qu'au bout d'un petit peu plus de 2 ans, on n'est pas du tout sur quelque chose de financier. Même si on travaille ensemble pour progresser financièrement, elle n'est pas accrochée financièrement à moi, elle est autonome. La communication n'a pas toujours été évidente au démarrage et elle a appris petit à petit l'anglais, j'ai appris petit à petit le thaïlandais et les choses se sont simplifiées grâce à ces problèmes qui étaient à la base liés à la langue. Y a-t-il d'autres choses que tu as envie de dire sur ta relation avec ta compagne? Que je l'aime. Alors je dirais que pour l'aspect financier en Thaïlande, effectivement ça va être plutôt facile, pas d'investir mais de faire son budget. Parce que quand vous mangez au restaurant 3 fois par jour pour 100 bahts à chaque fois, bon bah vous savez que vous avez 300 bahts de nourriture par jour. Si vous décidez, voilà, je veux boire 2 bières par jour, bon bah vous savez quel budget ça fait. Les cigarettes, c'est pareil. Donc comme il y a beaucoup moins d'aléas et de choses qui vont venir perturber votre budget, c'est assez facile de prendre son loyer, sa nourriture, ses à côté et de faire le global package. Ça c'est très facile. Par contre, c'est plus difficile de prévoir un accident, des choses comme ça. Ça, évidemment, c'est un petit peu plus difficile. Cependant, je dirais que pour l'investissement, je ne vais pas trop pouvoir répondre parce que je ne me suis pas trop penché sur la question dans le sens où je n'ai rien à investir. Donc je n'ai pas cherché trop à savoir sur ce problème-là, enfin sur cette chose-là en tout cas. Quand on est rattaché à un salaire qui n'est pas fixe, parce qu'on est toujours sur de la commission, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas si demain on fera plus que la journée précédente ou moins. Alors évidemment, il y a des hautes saisons, des basses saisons. On peut se calquer un peu là-dessus pour savoir comment ça va évoluer. Mais ce qui est en généralement sûr, c'est que dans le milieu de la plongée sous-marine, il va falloir cumuler un autre travail, quelque chose à côté pour avoir des revenus supplémentaires. Parce que pendant les hautes saisons, ça va. Pendant les basses saisons, c'est pas possible. Et il faut prendre en compte qu'il va falloir payer votre assurance santé, que le permis de travail, ce n'est pas gratuit, que généralement on le partage avec l'employeur, voire vous le payez intégralement. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte qui coûtent cher pour pouvoir continuer son expatriation. Alors c'était vrai il y a quelques années que l'on pouvait vivre pour pas cher en Thaïlande. Alors je pense que c'est toujours le cas dans certaines zones. Si vous allez au fin fond de la Thaïlande, c'est sûr que ça va coûter quasiment rien. Par contre, si vous venez dans les zones touristiques, après le boom d'après Covid a multiplié, a fait exploser les prix par 3 voire 4. Donc que ce soit au niveau logement, location de scooters, activités, restaurants, tout a énormément augmenté dans les zones touristiques à cause de cet afflux de personnes et notamment aussi à cause de certaines guerres dans certaines parties du monde. Étant donné que je suis quasiment marié et que j'approche de la quarantaine, la vie nocturne pour moi elle commence à être un petit peu derrière moi. Actuellement elle se base plutôt sur des repas entre amis, à la maison, des choses comme ça. Disons que si je vais faire la fête dans un bar, à minuit, je suis rentré. Ça ne va plus jusqu'à 6 h du mat comme ça pouvait l'être quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc je n'ai pas énormément de retour d'expérience sur la vie nocturne panganaise. Ce que je peux dire par rapport à ce que je vois, c'est qu'il y en a qui s'éclatent bien. Il y a accès à des choses légales, des choses illégales. C'est un petit peu... chacun trouve son bonheur où il a envie. Déjà, il faut rappeler qu'en Thaïlande, la prostitution est interdite. Donc, déjà, ça va vous surprendre plus d'un. Mais c'est important de le rappeler. Ce n'est pas parce que vous avez des rues spécialisées dans certaines grandes villes comme Pattaya, Phuket, Bangkok, que ce sont des choses intéressantes à voir. En tout cas, moi, ça m'intéresse pas trop. Il y a des gens qui viennent pour ça, oui. Il y a des pervers qui viennent pour ça. Ça existe partout, mais ça c'est pas que en Thaïlande. Mais effectivement, que ce soit en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge, vous aurez l'accès à ce tourisme sexuel plus facilement qu'ailleurs, mais tout aussi facilement qu'à Amsterdam. Dans un premier temps, ils étaient inquiets pour moi parce que je partais à l'aventure j'étais toujours dans ma dépression et dans mon burn-out et je partais à l'aventure, donc ils étaient inquiets de savoir comment ça allait se passer et si j'allais revenir. Et je me rappelle avoir dit en partant, bon bah à dans 3 mois ou peut-être à jamais. Donc voilà, c'était assez marrant, mais
Tout simplement, ils étaient inquiets, je pense, pour moi, parce que je partais à l'aventure sans projet fixe, avec une certaine somme d'argent, et bah ça correspond pas au modèle facile, le modèle qui représente la majorité des Français. Les idées reçues qui m'ont été renvoyées ne l'ont pas forcément été par la famille, qui est évidemment bienveillante, mais plus par rapport aux amis qui, eux, aiment bien rigoler. Et oui, effectivement, ils m'ont dit « Ah, tu vas aller voir les ladyboys, là 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 ». Mais bon, je ne suis pas intéressé par le tourisme sexuel, donc j'ai jamais eu affaire à ce genre de choses. Donc non, pas de problème particulier là-dessus. Non, ma famille avait juste envie de mon bonheur et que je souris à nouveau. Je ne pense pas que les femmes dans les bars soient forcément malheureuses. Je pense que ça dépend dans quels endroits vous allez. Il y a des endroits très glauques où effectivement ça peut être des étrangères qui se sont fait subtiliser le passeport sous couvert par exemple de photomodeling, choses comme ça, et qui se retrouvent dans des choses très très glauques et liées à la prostitution forcément. Après, je pense qu'il y a des bars où il y a des filles qui sont très heureuses, notamment je dirais plutôt en freelance, hein, tout ce qui est freelance massage avec finition, etc. Les filles n'ont pas l'air malheureuses, elles ont l'air de gagner très bien leur vie et elles sont libérées par rapport au côté sexuel. Mais j'ai un petit exemple, je pense, intéressant pour illustrer tout ça. Lorsque je me suis baladé, que j'ai emmené ma famille et ma femme à Phuket, on est allé évidemment dans la rue, les fameuses rues des prostituées. Et bon bah évidemment toute la famille me regardait avec beaucoup d'insistance. Et à la fin de la rue, la question était bon alors qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Alors, il est évident que moi j'ai répondu que ça me rendait triste de voir toutes ces Thaïlandaises vendre leur corps pour quelques milliers de bahts. Et la réaction a été immédiate, ah non, ce ne sont pas des Thaïlandaises, ce sont des travailleuses venues de d'autres pays. Donc en fait il y a ce dénigrement même par les Thaïlandais pour éviter, pour se voiler la face je dirais, sur ce sujet, de dire ben non de toute façon c'est pas des Thaïlandaises, ça fait pas partie de chez nous, c'est pas de notre culture, c'est pas les mêmes personnes. Hey, alors l'expatriation n'est pas forcément facile, l'expatriation à court terme est facile, mais après quand vous connaissez tous les coûts liés au visa, aux assurances, au coût de la vie qui a énormément augmenté, c'est pas forcément évident et ça requiert quand même un petit peu de calcul au préalable avant de se lancer. Disons que si vous partez comme j'ai pu le faire avec 10 000 € dans les poches, ça va pas vous faire très longtemps, il va falloir assez vite trouver des sources de revenus alternatives. Donc pour l'expatriation, si vous avez des sources de revenus externes de la Thaïlande, ça peut être un gros plus pour pouvoir lancer quelque chose ici petit à petit. Premier conseil pour une personne qui souhaite s'expatrier en Thaïlande, première chose c'est de venir voir. Venir passer du temps et venir trouver l'endroit où vous pourrez potentiellement vous installer et peut-être monter un business. Je pense que ça prend plusieurs années, je dirais qu'il faut bien 2 à 3 ans de visites récurrentes pour être sûr de là où vous voulez être, comment ça évolue, dans quel sens ça évolue surtout, et voir si ça peut continuer à être profitable dans le futur. Je pense que c'est la première chose, venir voir en vacances et venir passer 1 mois, 2 mois, et revenir, repasser 1 mois, revenir, repasser encore 1 mois, et continuer de développer son réseau petit à petit, et trouver le lieu, le point de chute, c'est le plus important, évidemment la première chose. Donc ouais, avant de dépenser de l'argent depuis la France, venir, regarder comment ça se passe, rencontrer les gens, rencontrer la culture, et ensuite commencer à se faire des projets. Alors, mes perspectives d'avenir en Thaïlande. Dans un premier temps, ça va être d'augmenter mes sources de revenus, je dirais. Donc pour cela, je développe le site internet ko-phangan.fr pour conseils pour l'expatriation et conseils pour les touristes qui veulent venir sur Koh Phangan, pour les Français. Voilà, ensuite développer un petit peu le centre de plongée dans lequel je travaille et me marier pour le futur. Et voilà. La première leçon apprise, ça a été le lâcher prise. Lâcher prise sur le futur, sur prendre son temps et lâcher prise, ne pas aller trop vite, ralentir tout parce que ça demande une grande adaptation de venir vivre en Thaïlande et c'est pas donné à tout le monde d'arriver à s'adapter parce que c'est pas ici qu'on va imposer notre culture, au contraire. Le changement le plus profond, le style de vie.
Effectivement, quand on passe d'une vie dans des immeubles à une vie dans une maison en bois, dans la jungle, c'est complètement différent. Alors on parle pas de Robinson Crusoe, évidemment, on a un certain confort quand même. Mais ouais, gros changement sur le style de vie et la manière de vivre en règle générale. Je fais la lessive à la main, j'ai des panneaux solaires sur le toit. Ici en Thaïlande, l'électricité n'est pas forcément en continu 24/24, ça dépend où vous êtes. Il y a souvent des coupures de courant, il y a souvent des coupures d'eau. Faut s'adapter. Ça demande de ne pas s'énerver, de rester calme. De toute façon, ça fait partie de la culture thaïlandaise de maîtriser ses émotions. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait tous apprendre à travers le monde. Pour tous les candidats à l'expatriation, venez sur place, trouvez les bonnes personnes, communiquez énormément. Pas forcément sur votre projet, parce que sinon vous allez tout dévoiler trop rapidement, mais communiquer avec les gens. Première chose à faire pour toute expatriation, c'est de venir comprendre comment ça fonctionne ici. Et bientôt, mon site internet viendra vous aider aussi. Avez-vous envie de briller sous les projecteurs de la chaîne Digithaï, tout comme un pad thaï parfaitement réussi qui illumine votre journée? Pour ça, rien de plus simple, il suffit de rejoindre notre newsletter accessible via le lien sous cette vidéo. De plus, ce sera l'occasion rêvée de promouvoir votre aventure, votre business, votre produit ou bien votre service directement dans la description de votre interview. Profitez-en car c'est gratuit, c'est-à-dire pas besoin de marchander comme au marché de Chatuchak.